Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1882 et l'histoire solennelle de Lord Frederick Cavendish. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, du mieux qu'elle puisse être racontée. En mai 1882, la ville de Dublin était un lieu de division profonde et amère. C'était le cœur administratif de la domination britannique en Irlande, un centre de pouvoir incarné par la présence imposante du château de Dublin. Mais au-delà de ces murs, le pays était en pleine agitation, pris dans l'étau de la guerre agraire, Land War, une période d'intense agitation paysanne et de ferveur nationaliste croissante. Des sociétés secrètes et des groupes radicaux opéraient dans l'ombre, considérant l'administration britannique non pas comme un gouvernement, mais comme une force d'occupation à laquelle il fallait résister par tous les moyens nécessaires. L'atmosphère politique était chargée de conflits. Le gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre William Gladstone, cherchait à réprimer les troubles par une double politique de coercition et de conciliation. Des lois sévères furent adoptées pour emprisonner les militants sans procès, tandis que des réformes agraires étaient introduites pour répondre aux griefs des métayers. Le leader du parti parlementaire irlandais, Charles Stewart Parnell, venait d'être libéré de la prison de Kilmainham, dans le cadre d'un pacte politique connu sous le nom de Traité de Kilmainham, un accord destiné à faire baisser la température politique. Cependant, pour un groupe dissident de feignants radicaux, qui se faisaient appeler les Invincibles nationaux irlandais, Irish National Invincibles, ces manœuvres politiques étaient une travision. Ils croyaient que seule la violence, par un acte choquant de tyrannicide, pouvait véritablement défier la présence britannique en Irlande. C'est dans cette situation explosive qu'intervint Lord Frederick Cavendish. Homme réputé pour son intégrité et sa nature conciliante, il était le neveu du Premier ministre Gladstone et venait d'être nommé au poste critique de secrétaire en chef pour l'Irlande, Chief Secretary for Ireland. Son arrivée à Dublin, le samedi 6 mai 1882, se voulait un geste de paix, le symbole d'une nouvelle approche plus douce des affaires irlandaises. Le même jour, il prêta serment au château de Dublin, aux côtés de l'homme qui était, à bien des égards, son opposé. Thomas Henry Burke. Burke était le sous-secrétaire permanent, Permanent Under-Secretary. Un catholique natif de Dublin, en service depuis longtemps, mais profondément loyal à la couronne britannique. Pour les Invincibles et les autres nationalistes, Burke était le visage haï de l'administration britannique, l'architecte de ces politiques coercitives et la véritable cible de leur rage latente. Le samedi 6 mai était une belle soirée de printemps. Après une longue journée de fonctions officielles, incluant sa cérémonie de prestation de serment, Lord Cavendish décida de marcher du château de Dublin jusqu'à sa nouvelle résidence, le lodge du secrétaire en chef, à Phoenix Park. C'était une marche d'environ 5 kilomètres et il partit seul, signe de son caractère modeste et de son manque de conscience des dangers qui rôdaient dans la ville. Phoenix Park, l'un des plus grands parcs urbains d'Europe, était un lieu de loisirs populaire pour les Dublinois. Alors que Cavendish avançait sur l'artère principale, il fut dépassé par un fiacre transportant son collègue Thomas Burke. En voyant le nouveau secrétaire en chef marcher, Burke renvoya son fiacre et le rejoignit. Les deux hommes, le symbole d'une nouvelle ère et l'incarnation de l'ancienne garde, continuèrent leur promenade ensemble, ignorant qu'ils étaient surveillés. Les Invincibles traquaient Thomas Burke depuis des semaines, attendant une occasion de frapper. La présence inattendue de Lord Cavendish était une complication imprévue, mais cela ne les dissuaderait pas. Alors que les deux fonctionnaires marchaient le long d'un tronçon de route près du Viceroy Lodge, un groupe d'assassins, qui avait été conduit dans le parc en fiacre, se précipita sur eux. L'attaque fut rapide et horriblement violente. Les assassins étaient armés non pas d'armes à feu, qui auraient attiré l'attention, mais de longs couteaux chirurgicaux, choisis pour leur efficacité létale. Thomas Burke, la cible principale, fut encerclé et poignardé à plusieurs reprises.
Lord Cavendish, dans un acte de courage désespéré, tenta de défendre son collègue à main nue et avec un petit parapluie, mais fut rapidement maîtrisé et abattu. En quelques instants, les deux hommes gisaient morts sur le chemin. Les meurtres eurent lieu en plein jour, pourtant les assassins parvinrent à s'échapper du parc dans la confusion initiale. Les corps furent découverts peu après par un cycliste de passage. La nouvelle se répandit avec une rapidité choquante, d'abord à Dublin, puis par télégraphe à Londres et dans le monde entier. La réaction immédiate fut une horreur et une indignation universelle. En Irlande, les dirigeants politiques de tous bords, y compris Charles Stewart Parnell, condamnèrent la PAC, la reconnaissant comme un coup catastrophique porté à la cause de l'autonomie irlandaise, Irish Self-Governance. En Grande-Bretagne, l'événement fut considéré comme un acte de sauvagerie barbare qui confirmait les pires préjugés sur le mouvement nationaliste irlandais. La reine Victoria elle-même décrivit l'événement comme l'un des plus choquants qu'elle ait jamais vécu. L'espoir de réconciliation que la nomination de Cavendish avait représenté fut brisé en un instant. Au cure, l'événement appartint à Petchar, président du nouvel ère du fainéanisme nationaliste révolutionnaire militant du Parti irlandais des libertaires, et il lui dit que les chutozènes. La police métropolitaine de Dublin lança l'une des enquêtes les plus vastes et les plus intenses de l'histoire irlandaise. Le château de Dublin devint le centre névralgique d'une chasse à l'homme massive. La ville fut inondée de détectives et d'officiers en uniforme, et une récompense importante fut offerte pour toute information menant à la capture des tueurs. Les enquêteurs reconstituèrent méticuleusement les mouvements des assassins, se concentrant sur le fiacre qu'ils avaient utilisé pour entrer et sortir du parc. Cependant, les Invincibles étaient une organisation secrète et très soudée, et pendant des mois, l'enquête eut du mal à progresser. Le mur du silence semblait impénétrable et la pression de Londres pour une résolution augmentait de jour en jour. La police se tourna alors vers son outil le plus efficace et le plus controversé, le recrutement d'informateurs. La percée dans l'affaire vint des rangs même des Invincibles. Sous l'immense pression policière, plusieurs membres de la conspiration commencèrent à craquer. Le plus important d'entre eux fut James Carey, conseiller municipal et l'un des leaders des Invincibles. Carey avait aidé à planifier l'assassinat et avait donné le signal du début de l'attaque. Confronté à la perspective de la potence, il accepta de se transformer en témoin de la couronne, Queen's Evidence, de devenir un informateur et de témoigner contre ses anciens camarades en échange de sa propre immunité. Son récit détaillé et de première main de la conspiration, depuis sa conception jusqu'aux événements sanglants dans le parc, fournit aux autorités les preuves dont elles avaient besoin pour démanteler toute l'organisation. À partir du début de 1883, les procès des assassins accusés se terrent au palais de justice de Green Street, à Dublin. Les débats furent une sensation publique, dominée par le témoignage de James Carey. Un par un, il identifia les hommes qui avaient planifié l'attaque et ceux qui avaient manié les couteaux. S'appuyant presque entièrement sur ces preuves, les jurys rendirent leur verdict. Au final, 5 des assassins, Joe Brady, Daniel Curley, Michael Fagan, Thomas Cuffrey et Tim Kelly, furent reconnus coupables de meurtre. Ils furent tous condamnés à mort. Entre mai et juin 1883, ils furent exécutés par pendaison à la prison de Kilmainham Jail. Plusieurs autres membres des Invincibles furent condamnés à de longues peines de travaux forcés. L'État avait réussi à venger les meurtres de Cavendish et Burke. Les répercussions des meurtres de Phoenix Park furent considérables. L'informateur James Carey fut secrètement envoyé en Afrique du Sud pour commencer une nouvelle vie sous un nom d'emprunt. Cependant, il fut reconnu à bord du navire par un autre passager, un nationaliste irlandais nommé Patrick O'Donnell, qui le tua par vengeance. O'Donnell, lui-même, fut capturé et exécuté pour cet acte. Politiquement, les meurtres furent un désastre pour l'Irlande. Ils conduisirent à l'adoption de lois de coercition encore plus sévères et détruisirent la fragile confiance qui s'était établie entre le gouvernement de Gladstone et le parti de Parnell. La cause de la négociation pacifique pour l'autonomie interne irlandaise, Irish Home Rule, fut retardée de plusieurs années, et le souvenir de cette soirée sanglante à Phoenix Park laissa une cicatrice profonde et durable dans l'histoire des relations anglo-irlandaises.